Bonjour. Qu'est-ce que la puissance d'un test? On entend souvent dire qu'un test n'a pas été assez puissant, par exemple. Alors qu'est-ce que cela veut dire? La notion de puissance d'un test a été abordée dans l'exposé sur les principes des tests statistiques, et par ailleurs la notion de puissance est liée à celle du risque bêta. Et je vous invite à voir ou revoir les vidéos sur ces cours si ces notions sont devenues anciennes pour vous. Alors on va commencer par une analogie. Vous regardez le ciel avec un petit télescope. Si vous ne voyez pas d'étoiles dans le champ de votre télescope, c'est peut-être parce que tout simplement il n'y en a pas et c'est normal de ne rien voir. Donc dans ce cas, l'hypothèse nulle de l'absence d'étoiles est vraie et vous ne l'avez pas rejetée et tout va bien. Mais si on vous dit qu'il y avait vraiment des étoiles dans le champ du télescope, alors vous vous êtes trompé et vous en concluez que votre appareil manque de puissance. Si vous voulez éviter de rejeter l'hypothèse nulle à tort, alors il va falloir vous procurer un appareil plus performant. Eh bien, c'est la même chose avec les tests statistiques. La puissance d'un test statistique, c'est sa capacité à ne pas rejeter à tort l'hypothèse nulle quand l'hypothèse alternative est vraie. Alors, cela vous rappelle sans doute quelque chose. Ne pas rejeter l'hypothèse nulle quand c'est l'hypothèse alternative qui est vraie, c'est l'erreur de deuxième espèce qui est mesurée par le risque bêta. Donc, la puissance d'un test, c'est sa capacité à ne pas commettre l'erreur de type 2 mesurée par le risque bêta. Alors, la puissance, elle aussi, est une probabilité. Elle est comprise entre 0 et 1, ou si on préfère, entre 0% et 100%. La puissance est en quelque sorte le complément à 1 du risque bêta. On peut écrire que la puissance égale 1 moins bêta, ou 100% moins bêta. Si vous construisez un test dont le risque d'erreur bêta est 10%, alors la puissance de ce test est de 90%. Si un test possède une puissance de 80%, alors le risque bêta de ne pas rejeter l'hypothèse nulle à tort est de 20%. Alors quels sont les facteurs qui influent sur la puissance d'un test? On va prendre des exemples. Ici on compare deux groupes de sujets dont on a mesuré la cholestérolémie. Le premier groupe tiré au sort est non traité, le second groupe tiré au sort a été traité par un médicament, peu importe lequel. On constate à l'issue de l'essai que la différence entre les cholestérolémies moyennes est significative. Le taux a baissé dans le groupe traité et on conclut à l'efficacité du traitement. Dans cet autre essai, similaire, à droite, la différence a été déclarée non significative. Les auteurs ne peuvent pas conclure. Alors pourquoi? Alors ici, c'est la différence entre les deux moyennes qui est trop faible pour pouvoir être détectée. Le test n'est pas assez puissant pour détecter cette faible différence. Donc, premier facteur lié à la puissance d'un essai statistique, la grandeur de la différence à mesurer. Plus elle est élevée, meilleure est la puissance, et inversement, plus la différence est faible, moins bonne est la puissance. Autre exemple, à gauche nous avons toujours l'étude initiale, et à droite une nouvelle étude qui elle aussi ne permet pas de conclure alors que la différence entre les deux moyennes est plus élevée que dans le premier essai. Dans cette situation, cette incapacité du test à conclure est due à la grande variabilité des valeurs de cholestérolémie et donc au chevauchement des distributions des deux séries. Donc, deuxième facteur influent sur la puissance d'un test, la variance des valeurs observées dans les deux échantillons. Plus la variance est élevée, plus faible est la puissance. Voyons encore un exemple. À gauche, nous avons toujours notre essai de référence et à droite, un nouvel essai, soldé à nouveau par un résultat non significatif. Et pourtant, la différence est aussi grande que dans l'essai de gauche et la dispersion des valeurs semble identique. Dans cette situation, l'incapacité du test à conclure est due à la faiblesse des effectifs des deux échantillons. Donc, troisième et dernier facteur influent sur la puissance, la taille des échantillons. Plus la taille est élevée, meilleure est la puissance du test. Donc voici cumulés ces trois facteurs qui influent sur la puissance d'un test. Alors évidemment, on ne peut pas agir sur les deux premiers. Ils vous sont imposés par les circonstances, par la nature. On ne peut agir que sur le dernier facteur en essayant d'augmenter la taille des échantillons si on veut maximiser la puissance. Lorsqu'on établit un protocole de recherche, on ne choisit pas la taille d'échantillon au hasard, en fonction des individus qu'on a sous la main. On doit déterminer la taille des échantillons nécessaires à la mise en évidence d'un effet escompté selon des lois. Pour chaque test, il existe des formules qui permettent d'estimer la taille minimum des échantillons. Alors, on ne va pas toutes les voir, on va examiner la situation simple d'un test de comparaison de deux moyennes. Voici la formule qu'on va disséquer, non pas pour l'apprendre, mais pour voir comment cela fonctionne. Alors, n, c'est la taille de chacun des deux échantillons s'ils sont de taille identique. Sinon, si les échantillons ne sont pas de même taille, la formule est un peu plus compliquée, mais on va voir la plus simple. Alors, delta, c'est la différence escomptée. Vous voyez qu'elle est au dénominateur et qu'elle est élevée au carré. Ce qui veut dire que plus cette différence est petite,
plus grande devra être la taille des échantillons. Sigma 2, c'est la variance de la variable étudiée dans la population dont sont issus les échantillons. Alors il n'y en a qu'une, car on suppose l'hypothèse nulle, et les deux populations sont confondues. Alors pour connaître ces variances, il faut en avoir une idée préalable, soit par des études publiées antérieurement, soit par une étude pilote. Cette variance, elle est au numérateur, donc plus elle est grande, plus grande devra être la taille des échantillons. Enfin, entre parenthèses, les termes Z-alpha et Z-bêta. Alors pour Z-alpha, on choisit la valeur de Z pour un risque alpha donné, et Z de bêta. C'est là qu'on voit intervenir le risque bêta et donc la puissance désirée. Voilà un exemple chiffré. Pour deux moyennes 19 et 16 dont la différence delta fait 3 et une variance à 36, donc un écart type de 6. On choisit le risque alpha bilatéral de 5%, donc valeur Z alpha de 1,96. Enfin, on désire une puissance de 80%, soit un risque bêta de 20% et la valeur Z de 2 bêta, c'est-à-dire 40%, égale 0,842. On applique la formule et on obtient n supérieur ou égal à 63. Donc pour détecter cette différence de 3, il faudra au moins 63 sujets dans chaque échantillon. Alors notez que ce nombre de 63 n'est qu'un ordre de grandeur, c'est un minimum et rien n'empêche d'en inclure plus, la puissance n'en sera que meilleure. Alors bien sûr on ne fera jamais ces calculs à la main, d'autant plus que l'intérêt est de tester plusieurs scénarios en regardant ce qui se passe en fonction des risques d'erreur choisis. Donc tous les logiciels de statistique font ce type de calcul dans les options taille d'échantillon ou sample size en anglais. Alors il faut être prêt à répondre aux questions des paramètres qui sont inévitables, quel que soit le logiciel. Donc ici c'est avec Biostat et GV qu'on trouve gratuitement sur internet. Donc on demande les deux moyennes, la différence est calculée par le logiciel, puis on demande l'écart type commun. Donc si vous avez la variance, vous en prenez la racine carrée. Et enfin, le risque d'erreur de première espèce alpha et la puissance désirée. Et enfin, la nature bilatérale ou unilatérale du test et le résultat est donné immédiatement. Regardons comment varie la taille des échantillons en fonction de divers paramètres. Dans cette première colonne de chiffres, c'est l'exemple qu'on vient de voir et qui donne une taille de 63 au moins dans chaque échantillon. Dans la deuxième colonne, on choisit une puissance de 90%. Et vous constatez que la taille des deux échantillons doit être alors au moins de 85. Dans la troisième colonne, on augmente la dispersion des valeurs avec une variance de 64, soit un écart type de 8. Et vous voyez qu'il faut alors au moins 112 individus. Enfin, dans la dernière colonne, on exige de détecter une différence de 2 au lieu de 3. Et alors, la taille de l'échantillon monte à 142. On observe donc une très grande sensibilité à la grandeur de la différence à détecter. Intuitivement, il n'est pas évident de comprendre pourquoi une faible différence à détecter nécessite une puissance plus grande, donc des effectifs plus grands. Alors je vous propose ici une autre analogie. Imaginons qu'on veuille comparer le diamètre de ces deux cercles. Pour identifier une différence entre le diamètre du cercle A et celui de cercle B, qui est 1,5 fois plus grand, il suffit de disposer d'une réglette ne possédant qu'un faible nombre de divisions. En revanche, si on veut détecter une différence entre le cercle A et le cercle C, qui est à peine plus grand, notre réglette est beaucoup trop grossière. Il faudra utiliser une réglette plus précise avec de nombreuses subdivisions qui nous permettront de voir que le cercle A a 14 divisions et le cercle C y en a 15. Il est donc plus grand. Donc, si on remplace les divisions de la règle par des individus, eh bien on voit qu'il faut beaucoup plus d'individus pour visualiser une faible différence en bas qu'une forte différence en haut. Alors quelle puissance choisir? La puissance étant égale à 1 moins bêta, il faut se fixer un risque d'erreur bêta de deuxième espèce admissible. Alors en général, on est plus tolérant qu'avec le risque alpha, on admet qu'on peut utiliser des risques bêta allant jusqu'à 20%, car on considère qu'une erreur de deuxième espèce est moins grave qu'une erreur de première espèce alpha. Mais ce n'est pas toujours le cas, cela peut être aussi grave. Imaginez qu'on teste un vaccin contre le sida. Conclure à tort à une efficacité illusoire, ce serait évidemment catastrophique. C'est l'erreur de type 1 mesurée par le risque alpha. Mais ne pas détecter que ce nouveau vaccin est efficace s'il l'est réellement, ce serait peut-être aussi grave. C'est l'erreur de type 2 mesurée par le risque bêta. Il faudrait dans ce cas fixer bêta assez bas, donc fixer une puissance élevée, donc faire un essai de grande envergure avec de nombreux sujets inclus. Et tout ceci doit se discuter au moment de l'élaboration du protocole. La puissance désirée, donc le risque bêta admissible, est un des éléments de cette discussion.
Et nous avons vu que le seul paramètre sur lequel on peut agir, c'est la taille de l'échantillon nécessaire à la mise en évidence d'un effet. Donc on évoque plusieurs scénarios possibles d'effectifs en fonction des risques de première et deuxième espèce qu'on peut tolérer. Enfin, nous avons vu également l'extrême sensibilité des tests à la taille de la différence à détecter. Pour pouvoir mesurer la taille de l'échantillon nécessaire, il faut donc impérativement indiquer, fixer quel est l'effet minimum qu'il sera intéressant de détecter. Par exemple, si on teste un nouveau vaccin, est-ce qu'une différence de 1% entre le nombre de cas vaccinés et non vaccinés vaut la peine? Ou bien est-ce qu'il faut exiger 10% de différence pour que cela vaille la peine? Là encore, ce n'est pas au statisticien de dire cela, c'est à l'expérimentateur. L'expérimentateur doit dire ce qu'il veut, en termes d'effets escomptés, quelle différence minimale l'intéresse. Et le statisticien lui dira quelle est la taille minimum d'échantillon pour obtenir un tel résultat, si l'hypothèse alternative est vraie. Et il établira différentes propositions de taille d'échantillon en fonction des risques alpha et bêta choisis. Et finalement, il restera à évaluer combien coûtera ce scénario idéal, mais ceci est une autre histoire. Je vous dis à bientôt. Et voici quelques liens en rapport avec le sujet de la puissance d'un test.